Voilà. Normalement, ça enregistre et donc, dès que j'aurai fini, eh bien, je posterai, enfin, dès que la vidéo sera disponible, je posterai cette vidéo sur YouTube et après le lien sur l'université virtuelle et sur votre page Facebook. Encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre, d'ouvrir votre micro et de m'interrompre pendant la présentation, puisqu'aujourd'hui, ce sera consacré à la correction de l'examen de janvier 2021, qui a été pour beaucoup relativement complexe, mais pas rien qu'en physique, en biologie aussi, en chimie aussi. C'est vrai que le distanciel n'est pas très idéal pour pouvoir se préparer à un examen. N'oubliez pas cette cote de Q1, vous êtes d'office acquise au sens où vous ne pouvez jamais baisser de cote. Vous déciderez en juin si oui ou non vous représentez le Q1, puisque pour les BIME, votre cote finale sera la moyenne du Q1 et du Q2. Les vétérinaires, c'est un peu plus compliqué, puisque vous avez deux cotes. Et donc, ce que je fais, c'est je fais en sorte que, en fonction de vos points, je fais moi la moyenne et je vois si cette moyenne vous aide ou pas. Je m'explique. Si par exemple vous avez fait 8 ou 9 sur 20 au Q1 en janvier, mais que vous me faites un 13 ou un 12 ou que sais-je en juin, prenons l'exemple d'un 12 et d'un 8, ça vous fait une moyenne de 10 sur 20. À ce moment-là, je mettrai un 10 sur 20 à votre Q1 et un 12 sur 20 à votre Q2, puisque vous avez deux cotes. Donc, je mettrai la meilleure moyenne d'office pour votre Q1 et la cote de votre Q2. Voilà. Tandis que pour les BIME, c'est beaucoup plus simple. L'examen de janvier est un examen transitoire qui n'a qu'une valeur indicative, qui vous informe simplement dans quelle situation vous êtes en termes de technique de travail, puisque pour la première fois, vous avez un examen dont vous n'aviez pas les réponses à l'avance, évidemment, et donc ça permet de voir comment vous vous débrouillez pour résoudre ce genre d'exercice. Et donc en juin, je ferai la moyenne des deux, bien entendu. Mais je ne baisserai jamais les cotes, c'est-à-dire que si en juin, vous essayez le Q1 et que vous faites 6 sur 20 alors que vous aviez 8 sur 20, en janvier, vous gardez votre note de 8 sur 20. Donc je prends toujours la meilleure des cotes. Et c'est la même chose pour la deuxième session, pour ceux qui devront peut-être la faire. Je prends la meilleure des trois cotes de Q1 et la meilleure des deux cotes de Q2, puisque en deuxième session, vous aurez fait 2 fois le Q2 et 3 fois le Q1, si nécessaire, bien entendu. Voilà, il est 13 heures. Monsieur, Oui, je vous en prie, oui. pour les biomédicales, ça veut dire que par exemple, si on a 10 au Q2, c'est bon, on a validé? Non, ça dépendra de votre Q1. Vous avez fait combien au Q1? J'ai eu 5, du coup, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai 15 pour valider? Il faudrait effectivement que vous ayez la moyenne, c'est-à-dire avoir 15 pour valider, sauf si vous représentez le Q1, bien entendu, parce qu'avec un 5, vous avez tout intérêt à représenter le Q1 et d'améliorer cette cote. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc effectivement, pour les BIME, c'est bien la moyenne. Même chose pour les VT, simplement les VT ont deux cotes. Parce que du point de vue légal, le concours ne porte que sur la matière du second semestre, donc du Q2, et donc le cours est administrativement divisé en deux, alors que le cours n'est pas divisé en deux du point de vue réel, évidemment, puisque c'est toujours le même cours qui se poursuit.
D'après moi, tant que j'y suis, le prochain cours est le lundi 8 février. Le lundi 8 février. Mais bizarrement, moi, j'ai vu sur Géol que c'était à 14 heures et pas à 13. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Le lundi, c'est à 14 heures, mais par contre, le mardi, c'est à 13 heures. Oui, parfait, parfait. Donc, on a le même horaire. Normalement, c'est toujours 13 heures, mais voilà, c'est tout à fait étonnant. Ce lundi 8, bizarrement, c'est à 14 heures. Voilà. C'est comme ça dans Géol. C'est pour ça qu'on a eu le twist hier, puisque moi, je n'avais pas dans mon Géol en cours le lundi 1er février, alors que vous aviez en cours bizarrement placé à 16 heures, ce qui est très étonnant, parce que je n'ai jamais donné cours à 16 heures. Donc, voilà, moi, je n'avais pas cette information, même si j'étais présent, puisque j'ai dialogué avec certains de vous, il n'y a pas eu cours, évidemment, hier. Bien. Donc, est-ce que vous voyez bien tous ici la présentation de l'examen de janvier 2021 pour VT BIME? Oui, non? Alors, pour les... Comment ça? Non. Asia, tu ne vois pas ici l'écran qui est ici, où il est marqué examen de janvier 2021. Moi non plus, je la vois pas, monsieur. Moi non Ok, plus. ok, Moi non plus. je vais recommencer. Voilà. Est-ce que maintenant vous voyez quelque chose? Oui. Ok. Donc il y a Marie qui m'a répondu oui, mais les autres aussi. Ah oui, Chiara aussi. Donc pour Lucie qui pose la question de savoir si on doit avoir forcément 10 ou 2, non. C'est la moyenne qui doit être de 10. Donc si vous faites un 9 et un 11, eh bien vous avez votre moyenne. Voilà, puisqu'il y a un seul et unique examen de physique. Tandis que pour les vétérinaires, si vous faites un 9 et un 11, je vous mettrai 10, c'est-à-dire la moyenne pour le Q1, et 11 pour le Q2. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? De telle façon à ce que vous puissiez avoir accès à votre concours, puisque le concours n'est accessible que si vous avez réussi 45 crédits et que ce cours de physique compte pour 15 crédits en BIME et en VT. La notion d'abandon de notes, non, vous n'êtes pas obligé d'abandonner votre note. Pour les BIME, il n'y a pas à abandonner de note puisqu'il y a cette note est transitoire, donc elle n'est pas importante. Ce n'est que moi qui ai cette information de votre cote. Et donc, en ce qui concerne mon cours, il n'y a pas à abandonner ou à accepter votre cote. Je modifie tout ça en juin. Maintenant, pour les remédiations, il n'y a pas d'inscription. Vous allez voir les assistants qui font du Teams et qui feront des séances de remédiation. N'oubliez pas, vous avez aussi la guidance avec Maxime Stapel, où il y a un lien Teams pour uniquement la guidance en physique. Et donc, Maxime est là, présent très régulièrement. Alors, pour les différents cours, là, c'est de nouveau Akko qui me pose la question, est-ce que la moyenne entre Q1 et Q2 est valable pour tous les cours? Non, chaque prof définit et chaque prof a sa ventilation entre Q1 et Q2. Ici, la physique, comme elle s'étale et sur Q1 et sur Q2, la seule cote qui compte, c'est la valeur moyenne des deux, bien entendu, puisque le cours ne se termine qu'en juin. C'est quoi les rattrapages, Cindy? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que votre offre est valable aussi pour les rattrapages? Je ne comprends pas exactement la question, Cindy. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par rattrapage?
Voilà, j'ai encore 3 étudiants qui demandent à être acceptés, ce que je viens de faire. Donc, si vous le permettez, ah voilà, voilà. Alors quoi, la session de rattrapage ici pour le Q1? Vous pouvez, donc c'est toujours pour Cindy, la notion de rattrapage n'existe pas pour les BIME ni pour les VT. C'est à vous de décider si vous représentez ou non le Q1, que ce soit en juillet ou au mois d'août. Et c'est moi qui encode vos cotes. Donc c'est moi qui fais la moyenne et c'est moi qui détermine la cote finale. Bien entendu, avant la délibération, puisque la délibération permet aussi de modifier vos cotes si nécessaire. Surtout pour les vétérinaires avant le concours. Donc, si vous le permettez, on va commencer par la première question. Donc, que dit cette question? Elle ne valait que 3 points. Donc, comme je disais toujours, vous parcourez l'ensemble des questions de telle façon à avoir une idée de la valeur de chaque question. C'est important d'avoir cette idée-là. Et donc, ici, vous n'avez que 3 points. Donc, typiquement, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Il n'y a au maximum que 3 étapes à parcourir pour résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a une masse ponctuelle de 5 kg qui est attachée à une corde de 50 cm et qui exécute un mouvement circulaire, mais regardez bien le terme qui est là, non uniforme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser de façon simple, par exemple, les équations du mouvement circulaire uniforme, justement, puisqu'il est non uniforme. Il est non uniforme, pourquoi? Parce qu'il y a une force grand F qui est tangente. Vous regardez le dessin, vous avez une force grand F qui est tangente au cercle, et une force petit f qui est centripète, qui est dirigée vers le centre, de telle façon à avoir évidemment un mouvement circulaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On dit que la vitesse angulaire varie avec le temps. À l'instant t égale 0, cette vitesse angulaire est nulle. Et on donne le moment de la force grand F. Donc, il faut bien lire. Le moment de la force grand F, c'est bien le moment de la force tangentielle. C'est logique puisque le moment d'une force centripète par rapport au centre est toujours nul. Donc il s'agit bien du moment de la force grand F. Et ce moment varie au cours du temps en fonction du graphique qui est donné. Donc vous avez un moment qui vaut 35 newtons par mètre, 35 newtons mètre jusqu'à 5 secondes, et puis qui décroît linéairement jusqu'à l'instant t égale 8. On rappelle que le moment d'une force est simplement le produit vectoriel de la position par la force. 2 questions, 3 points, donc il y a des questions qui valent plus de points. On demande quelle est la vitesse angulaire en t égale 8 et quelle est l'énergie cinétique en t égale 5. Alors on doit d'abord se rappeler quelle est l'équation du mouvement. Alors vous avez étudié que 2 seules équations du mouvement. Soit F égale ma, la masse fois l'accélération est égale à la force totale qui s'exerce sur ce corps. Ça marche uniquement pour des points ou pour étudier le mouvement du centre de gravité d'un corps. Et puis de cette équation-là, on en déduisait une autre qui était le moment d'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire, c'est-à-dire le moment d'inertie fois l'accélération angulaire, est égal au moment des forces. Ici, je n'ai pas mis de vecteur, mais normalement, il s'agit bien d'une équation vectorielle. Ce qui veut dire aussi que si le moment d'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire est égal au moment, c'est que la vitesse angulaire à l'instant t1 moins la vitesse angulaire à l'instant t0 est égale à 1 sur le moment d'inertie multiplié par l'intégrale de l'instant t0 à l'instant t1 du moment de force sur le temps. Ici, l'intégrale peut être faite, puisque comme on voit le dessin, on se rappelle qu'une intégrale n'est rien que la surface en dessous de la courbe. Et donc ici, on va utiliser exactement comme on l'avait fait dans d'autres exercices d'examen où c'était la force qui était donnée et il fallait trouver la vitesse. Ici, c'est le moment qui est donné et il faut trouver la vitesse angulaire. Eh bien, on va directement calculer la surface. Et comme j'ai dit, dès que vous avez un dessin, il faut penser à
la nécessité de calculer une intégrale en utilisant la notion de surface sous la courbe. Et c'est pour ça qu'on donne toujours comme dessin des triangles ou des trapèzes, et pas plus compliqué que cela, bien entendu. Donc, on me pose une question. Maria me demande, je ne comprends pas très bien la deuxième égalité. Bien, dès que la dérivée est égale à quelque chose, vous pouvez intégrer à gauche et à droite. Quand vous intégrez la dérivée, vous obtenez simplement la fonction à la borne supérieure moins la fonction à la borne inférieure. Et à droite, vous obtenez l'intégrale entre les deux bornes de l'objet. Donc une équation qui est une dérivée se transforme toujours en une autre équation qui est une intégrale. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Mariem? Donc, ici, OK. Donc, et le I, Chiara, correspond au moment d'inertie. Alors, le moment d'inertie, rappelez-vous, c'est la somme des masses fois la distance à l'axe de rotation au carré. Ici, il n'y a qu'une seule masse, donc c'est M, fois la distance à l'axe de rotation, qui est simplement R, qui est le rayon du cercle. Donc le moment d'inertie pour un seul point est très facile, c'est la masse fois le rayon au carré. Donc, le moment d'inertie, c'est la masse fois le rayon au carré. Je peux donc directement calculer ce moment d'inertie. La masse est de 5 kg, le rayon est de 25 cm, donc de... Oula, ici j'ai fait une faute, excusez-moi, j'ai écrit 0,5. Ah là là. Oups, je vais tout de suite modifier ça. C'est évidemment ici 0,25, c'est ça le rayon. D'accord? Voilà. Et donc, le moment d'inertie peut être calculé et on trouve qu'il vaut 1,25 kg mètre carré. Je peux donc calculer la vitesse angulaire à l'instant 8. C'est égal, puisque la vitesse angulaire à l'instant initial est nulle, eh bien on trouve directement que la vitesse angulaire à l'instant 8, je ne vois plus le tableau. OK, je recommence. Est-ce que vous revoyez le tableau maintenant? OK, parfait, merci. Donc, et donc, si vous voulez parler via le chat et utiliser la fenêtre de chat, parce que sinon, je dois chaque fois revenir à la fenêtre générale de Teams, qui est relativement plus compliquée à utiliser. Donc, directement dialoguer par chat ou simplement ouvrez votre micro, hein, c'est beaucoup plus simple, et vous m'interrompez, ce qui permet de tout de suite intervenir. Donc, la vitesse angulaire initiale étant 0, je peux calculer la vitesse angulaire en 8, c'est égal à 1 divisé par le moment d'inertie fois la surface de 0 à 8. Qu'est-ce que j'ai comme surface? Un trapèze, donc c'est la grande base plus la petite base. La grande base est de 8 secondes, la petite base est de 5 secondes, la hauteur est de 35 Nm, le moment d'inertie valait 1,25. Je trouve donc directement que la vitesse angulaire à l'instant 8 est simplement 182 par seconde. Rappelez-vous, une vitesse angulaire, ce n'est pas des mètres par seconde, ce sont des par seconde ou bien des radians par seconde, puisque la radian n'a pas d'unité. Pas une unité, c'est pour vous rappeler simplement qu'il s'agit d'un angle. Alors pour la question 2, c'est exactement la même chose. Je calcule la vitesse angulaire en 5. Là, la surface, c'est en rectangle. Donc c'est la base 5 fois la hauteur 35. Je trouve que la vitesse angulaire est de 140 par seconde, donc radians par seconde. Je calcule la vitesse à ce moment-là et la vitesse dans un mouvement circulaire, qu'il soit uniforme ou non uniforme, c'est toujours oméga fois le rayon. Donc je trouve 70 mètres par seconde.
Et donc, l'énergie cinétique est d'un demi mv carré. Comme j'ai la vitesse qui est de 70 mètres par seconde, la masse de 5 kg, je trouve que l'énergie vaut 12 250 joules. Voilà. Donc, effectivement, ici, pour la deuxième sous-question, il y avait 2 points. Pour la première sous-question, il y en avait 1, puisqu'il s'agissait simplement de faire la surface. Ou bien l'inverse, hein, peut-être que l'assistant qui a corrigé ça a mis 2 points pour la première surface et 1 point pour la deuxième, même si la deuxième nécessite 2 étapes, puisqu'il fallait d'abord calculer oméga à l'instant 5, et puis l'énergie cinétique en passant par V égale oméga R. D'accord? Parfait. Donc, effectivement, Asia demandait, le rayon n'est pas 0,5. Non, il vaut 0,25, puisque le diamètre... Oh non, excusez-moi, oh là là. La corde a une longueur de 50 cm, donc effectivement, le rayon est de 50 cm. Oups, je vais revenir tout de suite et corriger ça instantanément. C'est moi qui ai corrigé par erreur. Voilà. Update, voilà. Et je partage de nouveau l'écran. Où il est ici. Voilà. Donc, normalement, vous devriez revoir l'écran maintenant. Pour autant que moi, je puisse voir la souris. Voilà. OK. Voilà. Donc, effectivement, le rayon était bien 50 cm, puisque c'est la longueur de la corde. Et donc, tout le reste est évidemment correct. C'est moi qui ai modifié, je ne sais pas pourquoi, cette chose. Donc, effectivement, le rayon est bien de 50 cm. Asia, tu avais tout à fait raison. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première question? Auquel cas, on va passer à la deuxième. À la deuxième, évidemment, c'est une parabole, comme d'habitude. Chaque année, vous avez une question sur le mouvement parabolique. Donc l'idée, c'est lire la question, comprendre le problème, le mettre en équation et résoudre le problème. N'oubliez jamais, les examens, ce ne sont que des problèmes, et l'idée, c'est de voir si vous êtes capable de raisonner logiquement et ainsi d'utiliser l'ensemble de vos connaissances, puisque par exemple la parabole, vous avez étudié ça dans l'enseignement secondaire, mais réutiliser cette parabole de façon correcte pour répondre au problème. Alors quel est le problème ici? On a une fusée qui part à l'instant t égale 0 du point 0,0 et qui a une vitesse initiale donnée de 100 mètres par seconde et dont la vitesse fait un angle alpha avec l'horizontale et on donne le sinus alpha et le cosinus alpha. On désire lancer une seconde plus tard, regardez c'est en gras et souligné, une seconde plus tard, oui. On voit toujours pas l'écran. Ah, vous ne voyez pas l'écran? Non. Ok, on va recommencer. L'ups. Et maintenant, vous voyez l'écran? Oui, merci. Ok. Je suis désolé, hein, je ne comprends pas pourquoi cet écran disparaît, réapparaît. Mais chaque fois qu'il disparaît, faites-moi signe, évidemment. Donc, on a bien 2 paraboles et la parabole rouge part donc plus tard, une seconde plus tard. L'intercepteur se trouve à 1000 mètres au départ de la fusée. Donc, on est bien à 1000 ici. La vitesse de l'intercepteur est V2 et l'angle bêta, et on ne le donne pas. Et on ne donne pas non plus V2. Mais on dit, et cette phrase est importante, pour faire exploser cette fusée quand elle atteint son point le plus haut. Donc, on veut intercepter la fusée au point le plus élevé, c'est-à-dire là où la fusée, qui est partie à l'instant t égale 0, atteint sa hauteur maximale. On vous demande premièrement de déterminer les coordonnées du point de rencontre, c'est-à-dire de déterminer la hauteur maximale et la position où la fusée numéro 1 atteint la hauteur maximale, et puis de déterminer la vitesse V2 et l'angle bêta avec lesquels la vitesse et l'angle
que vous devez lancer l'intercepteur pour intercepter cette fusée au point le plus haut. Donc, on écrit les équations. La position de la fusée numéro 1, c'est simplement en x, V1 cosinus alpha fois t. La vitesse V1, c'est 100 mètres. Le cosinus alpha est 4/5. Voilà, je mets les chiffres. La position x de la fusée est 80 t. La position z, c'est la même chose. C'est la vitesse initiale dans la direction z, c'est-à-dire V1 sinus alpha fois t, mais elle est accélérée dans la direction z, donc moins 1/2 gt carré. Alors V1 vaut 100, le sinus est 3/5, 100 fois 3/5, ça fait 60. Donc 60 fois t. G vaut 10, donc la position en hauteur z de ma fusée est 60t moins 5t carré. Donc j'ai l'équation de la fusée que je dois intercepter. Quel est maintenant l'intercepteur, l'équation d'interception? Eh bien, en x, c'est la position de départ qui est 1000. Ici, la position de départ pour la première fusée, la fusée 1, est évidemment nulle. Elle partait du point 0, 0, c'est ce qui est dit dans l'énoncé. Donc la position de départ est 1000, mais la vitesse est évidemment dans la direction x négative, puisque l'intercepteur va de droite à gauche. Donc c'est moins V2 cosinus de l'angle dont je ne connais pas, fois t moins 1, puisque l'objet part à l'instant t égale 1. Okay. De même, en z, j'ai exactement la même équation que l'autre, à savoir la vitesse en z qui est bien vers le haut, donc c'est V2 sinus bêta fois t moins 1, moins 1/2 fois g fois t moins 1 au carré. Encore une fois, dans l'énoncé, on part une seconde après. Rappelez-vous, les solutions de l'équation du mouvement tiennent compte, l'équation donc parabolique, tiennent compte de la durée, pas du temps, c'est-à-dire du temps moins le temps de départ. C'est ça la durée. Et donc, voilà l'équation du numéro 2. J'ai mes deux équations et je continue à lire l'énoncé, puisque ce qui est important, c'est le fait que l'objet numéro 1, la fusée de départ, doit exploser, doit être interceptée en quelque sorte lorsqu'elle atteint sa hauteur maximale. Or, sa hauteur maximale est atteinte quand la vitesse dans la direction z est nulle. Donc, la vitesse dans la direction z de l'objet 1, c'est quoi? Eh bien, c'est 60 moins 10t, puisque c'est la vitesse initiale moins g fois t, ou bien, si vous voulez, la dérivée de la position z par rapport au temps. Et il existe un temps grand t où cette vitesse est nulle. Et donc, j'ai une équation qui est 60 moins 10 fois grand t égale 0. Donc, je trouve que la fusée atteint son maximum à l'instant grand t égale 6 secondes. Les positions se trouvent toujours par équation paramétrique par rapport au temps. La position x est en fonction du temps, la position z est en fonction du temps. Donc, je dois toujours me demander à quel moment un événement arrive. Ici, l'événement, c'est être à la hauteur maximale. Donc, je demande que la vitesse dans la direction z soit nulle. Je trouve donc d'abord le temps t au moment duquel, à l'instant, à cet instant-là, on est à la hauteur maximale. Je peux donc à ce moment-là calculer la position x qui vaut simplement la... Oui? Il y a une question? Non. OK. Donc je peux trouver la position x de ma fusée, puisque c'est 80 fois t, t vaut 6, donc je fais 80 fois 6, et bien voilà, ma fusée est à 480 mètres de son point de départ. Quelle est la hauteur z de ma fusée? Je remets dans l'équation de z, qui est 60t moins 5t carré. Donc, je fais 60 fois 6 moins 5 fois 6 au carré. Ça fait 180 mètres. Donc, les coordonnées du point de rencontre sont x égale 480 mètres, z égale 180 mètres. Et je peux passer à ce moment-là à la question 2. Il faut évidemment que l'intercepteur intercepte cette fusée, c'est-à-dire soit au même instant t égale 6,
à la coordonnée x égale 480 et la coordonnée z égale 180. Donc, j'obtiens directement deux équations. 480 mètres, qui est la position x, doit être égal à 1000 moins V2 cos bêta fois 6 moins 1, qui est 5. Et donc, j'obtiens ma première équation, mais dont évidemment je ne peux rien faire puisque j'ai deux inconnus. J'ai la vitesse V2 et l'angle bêta que je ne connais pas. Mais il y a une deuxième équation. Je dois l'intercepter non seulement en x à l'instant t égale 6, mais aussi en z à l'instant t égale 6. Donc en z, z vaut 180, égale V2 sinus bêta fois 6 moins 1, c'est-à-dire 5, moins 1 demi de g qui vaut 5, fois 6 moins 1 au carré, donc 5 au carré. J'ai donc maintenant une deuxième équation avec mes deux inconnus V2 et l'angle bêta. Alors, Ethan me demande que veut dire le temps majuscule t. Le temps majuscule t est l'instant grand T où la fusée arrive à sa hauteur maximale, c'est-à-dire où la vitesse dans la direction z est nulle. Petit t, c'est tous les instants t que tu peux imaginer qui te permettraient de trouver la position de la fusée numéro 1 et de l'intercepteur numéro 2. Mais ici, l'instant grand T est celui où j'atteins le maximum. Alors, Maria me demande, peut-on utiliser les coordonnées du sommet d'une parabole? Mais bien entendu, mais c'est tout aussi compliqué. Évidemment. Et le sommet d'une parabole se trouve exactement comme je viens de le faire. Vous faites la dérivée de z par rapport à x, vous faites dz dx égale 0, et vous avez le maximum. Alors, Loïc me demande, je ne comprends pas comment vous obtenez la dernière équation. Bah, x vaut 480, c'est la première équation, et z vaut 180, qui est donc la deuxième équation. Et la deuxième équation me dit 180 égale V2 sinus bêta fois 6 moins 1, moins 1 demi de g fois 6 moins 1 au carré. Et donc, j'obtiens ma deuxième équation. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Lauric? Oui, non? OK. Maintenant, j'ai deux équations à deux inconnus. Donc d'abord, je vais bien regrouper ça calmement. OK. Je trouve d'une part que V1, V2 sinus bêta, je vais passer tout de l'autre côté, vaut 61 mètres par seconde. Et V2 cosinus bêta, je vais passer à gauche et l'autre à droite. J'ai 1000 moins 480 divisé par 5. Bref, V2 cos bêta vaut 104 mètres par seconde. Donc j'ai deux équations avec deux inconnues. La vitesse V2 fois le sinus de l'angle vaut 61 mètres par seconde. Et la vitesse V2 fois le cosinus de l'angle vaut 104 mètres par seconde. Comment est-ce qu'on résout ce genre d'équation? Eh bien, on utilise la propriété de sinus carré plus cos carré fait 1. Ou bien je divise aussi ces deux équations entre elles et V2 disparaît. Donc, je vais faire la première, à savoir la somme d'un sinus carré et d'un cosinus carré, quel que soit l'angle, vaut toujours 1. Et lorsque j'y divise l'équation de V2 sinus bêta par V2 cosinus bêta, c'est V2 qui va disparaître et je vais obtenir tangente bêta. Donc, la première étape, c'est le carré de V2 sin bêta plus le carré de V2 cos bêta en racine carrée me donne V2. Et donc V2 égale la racine carrée de 61 au carré plus 104 au carré, ce qui fait 120,57 mètres par seconde. Je divise maintenant V2 sinus bêta par V2 cosinus bêta, le V2 disparaît. J'obtiens donc tangente bêta égale 61 divisé par 104, qui fait 0,5865. Et je trouve un angle de 30,39 degrés. Et donc j'ai répondu à la question. Est-ce que vous avez des problèmes et des questions par rapport à la question numéro 2 de votre examen? Très bien. Alors, passons à la question numéro 3.
La question numéro 3 vaut 6 points. Ah, un peu plus compliqué donc, mais il y a 5 sous-questions. Donc chaque sous-question vous rapporte un point et une de ces sous-questions vous en rapporte 2, puisque le total fait 6 et qu'il n'y a que 5 sous-questions. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une boule de bowling de rayon R, de masse M, et de moment d'inertie de 5e de mr carré, qui est en rotation à une vitesse angulaire oméga 0 et qui est posée au sol contre un mur. Elle y reste en continuant à tourner. Donc en fait, j'ai bloqué une boule par un mécanisme quelconque et cette boule tourne ici en frottant contre le mur et contre le sol. On dit d'ailleurs qu'il y a un frottement dynamique avec le sol et le mur. Le coefficient de frottement vaut mu et donc le centre de masse de la boule est immobile, mais la vitesse angulaire diminue avec le temps. Donc évidemment, la boule est immobile en termes de sens de gravité, mais pas en termes de rotation. On demande 1. Dessiner les forces qui agissent sur la boule. 2. Déterminer les équations du centre de masse. Et ainsi les liens entre les forces de frottement et les forces normales. 3. On demande de résoudre ces équations et déterminer toutes les forces que vous avez dessinées en fonction du poids, donc de M, de petit g, et du coefficient de frottement mu. On demande de déterminer l'équation d'évolution de la vitesse angulaire, tout ça en fonction du temps, du poids, de mu, en sachant qu'à l'instant initial, la vitesse angulaire valait oméga 0, c'est-à-dire la boule tournait à une vitesse angulaire oméga 0 lorsqu'elle était en contact avec le mur et le sol. Et puis, on dit que la vitesse angulaire est telle qu'oméga r vaut 3 mètres par seconde, on dit que le coefficient de frottement vaut 0,2 et on demande de déterminer le temps nécessaire pour que la boule s'arrête de tourner. Donc c'est un problème de mécanique et clairement de rotation, puisque la boule tourne. Qui dit problème de rotation dit évidemment moment de force. Donc on devra écrire l'équation du centre de masse et pour déterminer oméga, la vitesse angulaire, écrire l'équation des moments. Donc première étape, dessiner les forces. C'est toujours un exercice compliqué semble-t-il, mais il faut faire cela ou sinon vous ne pouvez pas résoudre un problème de mécanique. Donc qu'est-ce qu'il y a comme force? Clairement, il y a le poids. Et le poids s'exerce sur le centre de gravité, et donc il n'a pas de moment par rapport au centre de gravité. Maintenant, cette boule est en contact avec le mur, donc il y a une force de contact perpendiculaire au mur, dirigée vers le centre de gravité. Donc, comme cette force est dirigée vers le centre de gravité, elle n'a pas de moment non plus. Comme il y a un contact avec le sol, il y a forcément une force normale de contact avec le sol. Comme c'est une boule, il n'y a qu'un seul point de contact, donc cette force normale est dirigée vers le centre de gravité. Donc aucune de ces forces de contact du mur et du sol n'a de moment. Ça veut dire que ce n'est pas ces forces-là qui vont arrêter la rotation de la boule. Ok. Donc il y a le frottement. Mais le frottement est un frottement dynamique puisque la boule tourne. Donc au contact, il y a bien une vitesse. Donc, comme le oméga 0 est dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, la vitesse du point de contact est opposée, est dirigée verticalement vers le bas, donc la force de frottement est verticale vers le haut, la force de frottement du mur. Et le sol, même chose, comme la vitesse est dirigée, zut, j'ai dessiné la force de frottement dans le mauvais sens. Excusez-moi, oh là là. Petite erreur de dessin. Je vais tout de suite rectifier ça. Voilà. Hop. Voilà. Je vais repartager l'écran. Excusez-moi. Voilà. OK. Donc, je ne sais pas, j'ai fait une erreur dans le dessin. Donc, je recommence. Ah, je n'ai plus. Voilà. Donc, il y a la gravitation, la force de contact, la force de frottement dirigée verticale vers le haut et la force de frottement dirigée vers la gauche
puisque la vitesse du point de contact est vers la droite. Je donne des noms à ces forces. J'ai la force petit f du mur, qui est une force de frottement, la force petit f du sol, qui est la force de frottement du sol. J'ai la force normale du sol, NS, et la force normale du mur, NM. Donc, il y a au total 5 forces qui s'exercent sur cette boule. Le poids, 2 forces de contact, 2 forces de frottement dynamique. Écrivons les équations du mouvement du centre de masse. Il est immobile. Donc, les forces totales verticales sont N sol qui est dirigé vers le haut, dans l'axe Z, la force de frottement du mur qui est dirigée vers le haut, et le poids qui est dirigé vers le bas. Donc, j'ai NS plus FM moins MG égale 0. De même, dans cette fois-ci l'axe X, c'est-à-dire horizontalement, le centre de masse ne bouge pas, donc j'ai 0 égale. J'ai à droite une force de contact du mur NM qui va vers la droite et j'ai une force de frottement du sol qui va vers la gauche. Donc, du point de vue du centre de gravité, j'ai NM moins FS égale 0. Donc, j'ai 2 équations pour le centre de masse. Le centre de masse ne bouge pas. Bien entendu, il y a des relations entre les forces de frottement et les forces de contact. La force de frottement du mur, c'est mu fois n mur, et la force de frottement du sol, c'est mu fois n sol. Ce qui permet directement de remettre ça dans l'équation du mouvement. J'ai donc la force du frottement du mur, c'est mu n mur. Donc, je trouve que ns plus mu n mur égale, et moins mg égale 0. De même, je trouve que la force normale du mur moins mu fois la force normale du sol est égale à 0. Donc j'ai 2 équations ici en 2 inconnues qui sont la force normale du sol et la force normale du mur. Je peux donc les résoudre. Je trouve par exemple que la force normale du mur c'est mu ns. J'injecte ça dans l'équation et je trouve donc que la force normale du mur doit être égale au poids divisé par 1 plus mu carré. Et je trouve que la force normale du mur est égale à mu mg divisé par 1 plus mu carré. J'ai donc mes 2 forces normales et donc j'ai directement aussi les forces de frottement, n'est-ce pas? Maintenant, j'écris l'équation du moment. C'est quoi l'équation du moment? C'est le moment d'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire est égale au moment des forces extérieures. Ici, seules les 2 forces de frottement ont un moment, et le moment est dirigé dans le sens des aiguilles d'une montre, et oméga est dirigé dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Donc j'ai le moment d'inertie qui est 2/5 de mr carré, fois la dérivée d'oméga par rapport au temps, égale le moment des forces qui est donc négatif, il freine la rotation. Chaque force est à une distance r du centre de gravité. Donc j'ai R fois, plus exactement, moins R fois la force du frottement du sol plus la force du frottement du mur. Donc le frottement du sol et le frottement du mur s'additionnent pour freiner la rotation de la boule. Je calcule les 2 forces de frottement. Les forces de frottement du mur, c'est mu fois la normale. Et comme la normale était mu mg sur 1 plus mu carré, j'obtiens mu carré mg sur 1 plus mu carré. La force du frottement du sol, c'est mu fois la force normale du sol. La force normale du sol était mg sur 1 plus mu carré. Donc la force de frottement du sol est mu mg sur 1 plus mu carré. J'ai donc mes 2 forces de frottement. Je les additionne. Donc vous additionnez mu carré mg plus mu mg. Vous pouvez mettre donc en évidence mu mg. Au dénominateur, vous avez toujours 1 plus mu carré. Je trouve donc directement que la dérivée de la vitesse angulaire oméga égale moins 5 demi de mu fois 1 plus mu fois petit g divisé par 1 plus mu carré fois r. Tout ceci est une constante, donc la vitesse angulaire diminue linéairement avec le temps. Alors Jeanne me demande, j'ai pas compris comment on trouvait les équations avec mu carré. Tu dois laquelle des équations? Celle de des forces normales ou des forces de frottement? Jeanne.
Les forces normales, regarde la deuxième équation ici en bas. Tu remplaces les forces de frottement dans la première équation. Tu obtiens la force normale du sol plus mu, force normale du mur, moins mg, égale 0. Tu remplaces la force de frottement du sol, qui est mu ns, dans la deuxième équation. Et tu as la force normale du mur, moins mu ns, égale 0. Donc, de cette deuxième équation, tu trouves que la force normale du mur égale mu fois la force normale du sol. Or, comme tu as un mu fois la force normale, tu obtiendras donc un mu carré fois la force normale du sol. Et donc, tu obtiens la force normale du sol plus mu carré fois la force normale du sol égale mg. Et c'est pour ça qu'apparaît au dénominateur 1 plus mu carré. OK, pour Honorine, les forces de frottement dynamiques sont toujours opposées à la vitesse du point de contact. Or, oméga tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Donc, au niveau du contact du mur, la boule a une vitesse, le point de contact a une vitesse vers le bas. Donc, la force de frottement est vers le haut. Au niveau du sol, la vitesse de la boule est vers la droite. Donc, la force de frottement est vers la gauche. OK. Alors, Cara dit, je n'ai pas compris la dernière étape. C'est quoi la dernière étape, Cara? C'est celle où vous passez de 2/5 de mr carré dérivé d'oméga OK. à celle Tu divises. Écoute, tu divises. Premièrement, tu as R carré à gauche et R à droite. Donc, quand tu divises par R carré, tu as 1 sur R. OK. Alors, le 2/5, quand il va de l'autre côté, il devient 5/2. Donc, il est là, 5 sur 2. Maintenant, il faut calculer Fs plus Fm. Fs, c'est mu carré mg. Mu mg. Fm, c'est mu carré mg. Donc, si tu additionnes Fm plus Fs, qu'est-ce que tu obtiens? Mu mg fois 1 plus mu divisé par 1 plus mu carré. Et le m disparaît puisque tu avais un m à gauche dans le moment d'inertie. Ah oui, ok, d'accord. Donc, m se simplifie et il te reste au numérateur 5 mu fois 1 plus mu g et au dénominateur 2 fois 1 plus mu carré fois r. Okay. Est ainsi moins puisque la vitesse angulaire décroît. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, on peut intégrer directement cette histoire puisque la vitesse initiale valait oméga 0, l'accélération est constante, donc on fait l'accélération fois le temps. Maintenant, on met le cas où mu égale 0, où est-ce qu'il est le mu? 0,2. Vous mettez 0,2 ici. Donc 1 plus 0,2 fois 0,2, G vaut 10. Et ici, vous avez 0,2 au carré. Et oméga 0, on le sait, ça vaut 3 sur R. Donc le oméga, vous mettez 1 sur R en évidence, c'est 3 moins 75 tiers de T. Donc, vous pouvez trouver l'instant où la boule s'arrête, c'est l'instant où oméga égale 0, c'est-à-dire l'instant où 3 moins 75 treizièmes de t fait 0. Et donc, on trouve à ce moment-là que t égale 39 75e, c'est-à-dire 0,52 secondes. Et donc, la boule s'arrête de tourner en 0,52 secondes. Alors, Emma me demande, est-ce que je peux réexpliquer IMR carré, MR carré? Non, je dis le moment d'inertie vaut 2/5 de MR carré, c'est marqué dans l'énoncé. Donc, on a le moment d'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire égale le moment des forces. Les seules forces qui ont des moments dans cet exercice, ce sont les deux forces de frottement, Fm et Fs. Et ces deux forces ont le moment dans la même direction par rapport au centre de gravité. Si tu vas du centre de gravité vers la force Fm et que tu fais le produit vectoriel avec Fm, eh bien, ce moment tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. De même, si tu vas du centre de gravité à la force de frottement sur le sol, le produit vectoriel va aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Or, oméga est dans le sens opposé. Donc, il s'agit bien d'un moment qui freine
la vitesse angulaire, n'est-ce pas? La vitesse angulaire doit ralentir. Donc, le moment des forces extérieures est négatif par rapport à la vitesse angulaire qui t'intéresse. Et donc, on a le moment d'inertie 2/5 de mètre carré fois l'accélération angulaire qui est la dérivée de l'angle par rapport qui est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps, égale moins le moment des forces qui est R fois la somme des forces de frottement. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Emma? Oui, non? Bien. Donc ici, on trouve effectivement le temps nécessaire à l'arrêt de la boule. Vous voyez, c'est typique, c'est une question de mécanique, comme il y en a des dizaines dans chaque examen, dans lequel il y a une rotation, bien entendu, que ce soit une poulie, une boule ou n'importe quoi, dans lequel ici le centre de masse est immobile, donc c'est beaucoup plus simple, puisque l'accélération du centre de masse est nulle, d'accord? Mais la lecture de l'énoncé doit vous guider du point de vue, je dirais, technique de résolution, dessiner les forces au point de contact, arrêter de dessiner les forces n'importe où, n'est-ce pas? Première étape, bien dessiner les forces, ne pas oublier les forces de contact, ne pas mettre les forces de contact sur le centre de gravité, ça n'a aucun sens. La force de contact est placée au contact des objets, donc là où, par exemple, la boule touche le sol ou la boule touche le mur. Donc dessiner une force est déjà quelque chose d'important, parce qu'effectivement, après, pour la correction, c'est difficile. On doit essayer de juger si, avec les forces que vous avez dessinées, vous avez bien écrit les équations. Mais après, quand vous mettez mal les forces, tout le reste devient incohérent. Par exemple, certains montrent que la boule accélère au lieu de freiner. D'autres n'ont pas une somme de force nulle, c'est-à-dire que le centre de gravité se déplace, par exemple traverse le mur ou rebondit du mur, repart vers la droite. Tout ça est incohérent, n'est-ce pas? Donc il faut bien que le centre de gravité ne bouge pas, parce que sinon, votre boule monte, descend, va vers la gauche, vers la droite, ce qui n'est absolument pas le problème. Donc l'énoncé permet déjà de savoir, en tout cas dans le dessin des forces, si vous comprenez le problème. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre chaque fois les examens, les anciens, et les résoudre sans avoir la réponse, évidemment, même si j'ai posté toutes les réponses. Attaquons la question numéro 4. Alors là, c'est une question qui vaut 3 points. Il y a 2 sous-questions. On va voir pourquoi. Alors, il y a un astéroïde qui se trouve à 40 000 km de la Terre, sans vitesse, vitesse initiale nulle. Cet astéroïde est attiré par la Terre et il commence à tomber vers elle. On prend pour le rayon de la Terre 6371 km. On ne donne pas grand G ni la masse de la Terre et on vous dit qu'on détermine grand G fois la masse de la Terre en connaissant le rayon de la Terre et petit g. Et je ne donne pas le lien entre le petit g et g, la masse de la Terre et le rayon de la Terre, parce que je pense que c'est une des rares équations que vous devez connaître. On demande de déterminer la vitesse de l'impact avec le sol en négligeant le frottement avec l'air. Vitesse de l'impact au sol, on part d'une distance, on arrive à une autre distance, on part sans vitesse et on demande une vitesse, c'est donc un problème d'énergie, puisque rappelez-vous, on utilise les équations d'énergie plutôt que les équations dynamiques lorsqu'on demande une vitesse ou des positions en ayant donné une vitesse et des positions. On ne demande pas à quel instant l'objet arrive au sol, on demande sa vitesse. Rappelez-vous, les équations d'énergie n'utilisent jamais le temps, mais simplement les vitesses et les positions. Deuxième sous-question, eh bien, sur Terre, il y a évidemment de l'atmosphère et on dit on va tenir compte de l'atmosphère. On considère que cette atmosphère est une couche d'environ 15 km, que l'astéroïde est sphérique, qu'il a une masse par unité de volume de 3 grammes par centimètre cube et il a un diamètre de 500 mètres. Et l'atmosphère exerce une force de freinage constante de l'ordre de 6-10 exposant 14 newtons. On demande quelle est la vitesse du sol au sol, de nouveau, de cet astéroïde.
Et ici, on vous aide en rappelant que le volume d'une sphère, est 4/3 de pi r cube. Comme d'habitude, les données qui sont là sont des données tout à fait réalistes. Il y a des astéroïdes qui font 500 mètres de diamètre et qui se trouvent à 40 000 km de la Terre, enfin pas pour l'instant. Et donc l'atmosphère va jouer un certain rôle. La masse par unité de volume de 3 grammes par centimètre cube. Rappelez-vous, l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. La Terre, en moyenne, fait 5-6 grammes par centimètre cube. Donc on a ici un astéroïde de type léger, entre guillemets, c'est-à-dire pas trop dense. Bien, eh bien, étant donné qu'on demande une vitesse d'impact et qu'on donne une vitesse initiale nulle et qu'on a une distance initiale de départ et une distance d'arrivée, on va utiliser le théorème de l'énergie. Que dit le théorème de l'énergie? L'énergie cinétique après moins l'énergie cinétique avant égale le travail des forces. Ici, dans le premier cas, il n'y a que la gravitation qui travaille. La force de gravitation est dirigée vers le centre et donc le travail est donc positif, n'est-ce pas? La force de gravitation bleue est dirigée vers le centre de la Terre et la trajectoire, puisqu'il s'agit d'une chute, est, disons, verticale comme ça et donc le travail est positif. On a calculé ce travail de façon classique, mais laissons-le même en suspens. L'énergie cinétique de départ, là en haut, à 40 000 km, était nulle. On demande l'énergie cinétique à l'arrivée, on demande la vitesse à l'arrivée, donc on va calculer l'énergie cinétique à l'arrivée. La force de gravitation est parallèle au mouvement, donc c'est grand G fois la masse de la Terre, fois la masse du satellite, divisé par la distance au carré, et cela a intégré de la distance grand D, d'où je suis parti, à la distance grand R, le rayon de la Terre, où j'arrive. Évidemment, cette intégrale, il ne faut pas la faire, mais vous savez la faire, bien entendu, mais il ne faut pas la faire parce que c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle de gravitation. Et donc, l'énergie cinétique égale, l'énergie potentielle de gravitation, c'est moins G fois la masse de la Terre fois la masse de l'objet divisé par la distance de départ D, plus, puisque c'est moins, le G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par le rayon de la Terre, qui est l'endroit où on arrive. On met tout au même dénominateur, qui est R fois D, le rayon de la Terre fois D, et on obtient simplement que 1/2 mv carré égale G, la masse de la Terre, fois grand M, fois grand D, qui est la distance de départ, 40 000 km, moins la distance d'arrivée, qui est le rayon de la Terre, 6371 km, divisé par le produit de grand D par le rayon de la Terre. Je n'ai pas donné de grand G ni la masse de la Terre. Il faut donc remplacer grand G mt par la valeur de petit g. Et on se souvient que petit g n'est rien d'autre que g fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. Donc dans l'équation d'énergie cinétique, je multiplie par 2, je simplifie par la masse du satellite, donc la masse de l'astéroïde disparaît. J'obtiens donc que V carré égale 2G mt fois D moins RT sur D fois RT. Je remplace GMT, je le divise par RT carré, donc l'autre, je multiplie par RT carré qui simplifie ici. Bref, j'arrive à ce que la vitesse au carré, au sol, est égale à 2 petit g fois le rayon de la Terre, fois 1 moins le rayon de la Terre divisé par la distance de départ. Je mets tout ça en musique. 2G, ça fait 20. Le rayon de la Terre, c'est 1371 km, donc fois 1000, fois 1 moins le rapport des deux distances. Comme les deux distances sont en kilomètres, le rapport n'a pas d'unité. Donc c'est parfait, c'est 6371 divisé par 40 000. Je fais le calcul et j'obtiens une vitesse au sol gigantesque de 10 350 mètres par seconde, donc 10 km par seconde. La deuxième question est tout à fait identique, sauf qu'il y a une force de frottement. Et la force de frottement, le travail de la gravitation est évidemment le même, mais la force de frottement fait un travail négatif, puisque quand on traverse l'atmosphère, la force de frottement est opposée à la vitesse. Donc on a moins F, puisque la force de frottement est constante, fois la hauteur H de l'atmosphère, qui est de 15 km. La force, on la connaît, la hauteur de l'atmosphère, 15 km, on la connaît, donc on peut tout calculer ici, sauf que maintenant on ne peut pas simplifier par la masse de l'astéroïde.
Donc, on va calculer la masse de l'astéroïde. C'est 4 tiers de pi r cube, qui est le volume, fois la masse par unité de volume. 3 grammes par centimètre cube, ça veut dire 3000 kilos par mètre cube. Donc, on a une masse d'astéroïde d'à peu près de 10 exposant 11 kilogrammes. OK, qui est tout à fait une masse raisonnable pour un astéroïde de ce type. Je trouve donc la vitesse au carré en divisant cette fois-ci, en multipliant par 2 d'abord et en divisant par la masse de l'astéroïde. J'ai donc ici la même énergie cinétique, enfin la même vitesse au carré prévue dans le cas où il n'y avait pas d'atmosphère, et je dois soustraire 2FH sur M pour trouver la vitesse au carré. Je fais ce calcul, j'ai toujours la même quantité qu'avant de 1 10 exposant 8, mais cette fois-ci la force de frottement me donne 0,9 10 exposant 8. Donc je calcule à ce moment-là la nouvelle vitesse, et je trouve que ma vitesse est réduite. Elle ne vaut plus que 3931 mètres par seconde, c'est-à-dire quand même presque 4 km par seconde. L'impact de ce genre d'astéroïde est évidemment gigantesque au niveau du sol. Est-ce que vous avez une question par rapport à cet exercice numéro 4 de l'examen? Ici, il s'agit simplement d'utiliser l'énergie cinétique, le travail des forces, et connaître le travail de la force de gravitation qui est moins G fois M1 fois M2 sur R, et de faire la différence de l'énergie potentielle entre le départ et l'arrivée. Et moi, je suis reparti de l'équation générale, généraliste, qui est la différence d'énergie cinétique égale le travail de la force totale. S'il n'y a pas de question, on va passer à la question numéro 5. Alors, Chiara me demande qui correspond à quoi le F et le H. Dans la deuxième sous-question, il y a une force de freinage avec l'atmosphère. Et on dit que la force de freinage est constante. Elle vaut 6 10 exposant 14 newtons. Et le freinage n'a lieu que à cause de l'atmosphère, donc pendant une hauteur H qui vaut 15 km. Donc on a comme travail de la force de frottement moins F fois H. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Chiara? Oui, non? Ouais, parfait. Quelle est la question numéro 5? Ah, la question numéro 5, c'est un choc. Déjà, le dessin vous le montre. OK? Donc, il faut lire l'énoncé et appliquer les équations liées au choc. Dans le choc, vous savez, même avant de dire l'énoncé, qu'il y a toujours conservation de la quantité de mouvement, et la quantité de mouvement est un vecteur. Maintenant, on lit l'énoncé. J'ai une masse 1 de 10 kg qui est animée d'une vitesse V1 de 2 mètres par seconde dans la direction X, par exemple, disons dans la direction horizontale. Elle entre en collision totalement élastique. Totalement élastique signifie conservation de l'énergie cinétique totale. Et elle rentre en collision avec une masse M2 immobile. Donc M2 a une vitesse nulle, donc pas d'énergie cinétique et pas de quantité de mouvement. Et M1 vient frapper M2. Et après le choc, on dit que M1 est animé d'une vitesse W1 qui fait un angle de 37 degrés avec la direction de V1. Et on voit sur le schéma ici, alpha vaut 37 degrés et est dirigé vers le haut. Et la masse M2 est animée d'une vitesse WE2 qui fait un angle de bêta, qui est donc vers le bas ici d'après le schéma, il est marqué voir schéma, qui fait 16 degrés. Et on veut que vous déterminiez la masse M2 et les deux vitesses W1 et W2. Donc il y a 3 inconnus dans ce problème. Quelle est la masse du numéro 2 et quelle est la vitesse après le choc? On a donné les angles après le choc. Il y a collision, donc conservation de la quantité de mouvement. On dit que la collision est élastique, donc il y a conservation de l'énergie cinétique totale. Bien, donc j'écris l'équation de la conservation du mouvement, de la quantité de mouvement, pardon. La masse 1 fois la vitesse 1 en vecteur,
plus la masse 2 fois la vitesse du 2 en vecteur, égale la masse 1 fois le vitesse après le choc W1 en vecteur, plus la masse du 2 fois la vitesse 2 en vecteur après le choc. Bien. J'écris l'équation de conservation d'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de M1 V1 carré. Attention, V1 carré, c'est la norme du vecteur, n'est-ce pas? Donc ça contient V1 dans la direction X et V1 dans la direction Z. Bref, l'énergie cinétique totale au départ est égale à l'énergie totale cinétique après le choc. Comme il s'agit de vecteurs, je dois les décomposer. Donc, je dois choisir deux axes. Un axe X, par exemple, vers la droite, et un axe Y vers le haut. J'écris donc la quantité de mouvement dans l'axe X et la quantité de mouvement dans l'axe Y. Qu'est-ce que j'ai en X? En X, avant le choc, il n'y avait que 1 qui bougeait, 2 ne bougeaient pas, et 1 bougeait dans la direction X. Donc, j'ai M1V1 égale. Après le choc, qu'est-ce que j'ai? Dans la direction X, j'ai la masse 1 est animée d'une vitesse 1, W1, mais avec un angle de cos alpha. Donc, après le choc, dans la direction X, j'ai mes M1, W1, cos alpha, plus la deuxième est animée aussi d'une vitesse W2, qui fait un angle bêta de 16 degrés, dans la direction X, donc je projette, ça fait cosinus bêta. Donc j'ai M1 V1 égale M1 W1 cos alpha plus M2 W2 cosinus bêta. Dans la direction Y, je n'avais pas de quantité de mouvement de ma première, puisqu'elle ne se déplaçait qu'en X. Donc j'ai 0 égale. Et ici à droite, après le choc, j'ai M1 W1 fois sinus alpha vers le haut, mais j'ai un M2 W2 sinus alpha vers le bas. Donc j'ai un moins ici. Donc j'ai comme équation dans la direction Y, 0 égale M1 W1 sinus alpha moins M2 W2 sinus bêta. Bien. Donc je peux directement écrire aussi l'équation d'énergie cinétique. J'enlève le 1/2 qui traîne partout et qui est inutile. La vitesse du 2 avant le choc était nulle. Donc j'ai M1 V1 carré égale M1 W1 carré plus M2 W2 carré. De mon équation en Y, je trouve tout de suite le lien entre W2 et W1. Je ne connais pas W2, je ne connais pas W1, mais il y a un lien entre les deux. Je trouve donc que W2 vaut directement M1 sur M2 fois sinus alpha divisé par sinus bêta fois W1. Je connais alpha, bêta, M1, je ne connais pas M2. Je ne connais pas W1, mais j'ai donc un lien entre W2 et les autres inconnus. Donc j'ai enlevé une des inconnues. Donc je remets maintenant ça dans l'équation en X, puisque je connais W2 maintenant en termes de W1, je remets cette expression dans l'équation en X. Donc j'utilise cette deuxième équation. J'écris donc M1V1 égale M1W1 cos alpha plus M2W2. Mais W2, je viens de le déterminer. Et donc j'obtiens une longue tartine avec M2 cos bêta, M1, M2, sin alpha divisé par sin bêta, W1. Donc j'ai là tout en termes de W1. Je vois que en fait la masse M2 disparaît. Vous voyez, elle se simplifie ici. M2 divisé par M2, ça se simplifie. M1, M1, M1 apparaît partout, il se simplifie. Et donc j'y trouve tout de suite V1 égale W1 que je ne connais pas, fois une tartine. Cosinus alpha plus cos bêta, etc. Et toutes ces quantités, je les connais. Donc cette équation me permet de trouver W1. Donc je trouve à ce moment-là directement que W1 égale V1 divisé par cette tartine. Cette tartine, elle vaut simplement sin bêta sur sin alpha plus bêta. L'un fait 37, l'autre 16 degrés. Je mets ça dans l'équation. Je connais V1 qui vaut 2 mètres par seconde. Et bien voilà, je trouve W1 qui vaut 0,69 mètres par seconde. Donc, simplement la connaissance de l'angle me permet de trouver la vitesse W1 après le choc
de ma première particule, qui vaut 0,69 mètres par seconde. Connaissant W1, je ne vais pas toujours déterminer W2, puisqu'il me manque la masse M2. Et, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas utilisé encore l'énergie cinétique. Donc, je vais l'utiliser maintenant. Je connais W2, d'accord, de là, puisque c'est W1 que je connais, multiplié par M1 que je connais, sin alpha que je connais, sin bêta que je connais, mais pas M2. Donc, W2 vaut, vous mettez tous les chiffres, 15,0711 divisé par la masse numéro 2. Maintenant, j'utilise l'énergie cinétique. Je mets ici M1 V1 carré, V1 c'est 2, au carré ça fait 4, la masse 1 vaut 10, donc ceci fait 40. 40 égale M1 vaut 10, W1 carré c'est le carré de 0,69, bref je mets ça, je trouve 4,7647 plus la masse du numéro 2 fois W2 carré. Ok, W2 carré c'est le carré de 15 divisé par le carré de M2. Oui mais ici j'ai un M2. Donc j'ai M2 divisé par le carré d'M2, il reste un M2 en bas. Et donc j'ai plus qu'une équation sur M2. Donc je trouve directement la masse numéro 2. Je fais passer le 4,76 de l'autre côté, j'inverse tout le bazar. Bref, M2 vaut 6,44631 kg. Connaissant M2, connaissant W1, je peux enfin trouver W2. Et donc je trouve à ce moment-là W2 qui vaut 2,33794 mètres par seconde. Il s'agit donc ici simplement d'une manipulation simple d'équations. Les inconnus restent là, c'est ça qu'on essaye de vous apprendre. Vous laissez les inconnus. Vous essayez petit à petit d'éliminer les inconnus. Il y en avait 3. Il y avait M2, W1, W2. Vous exprimez W1 inconnu en termes des autres. Donc l'inconnu W2 disparaît en quelque sorte puisque c'est lié à W1 et à M1, et à M2, pardon. Vous mettez ça dans l'équation de la quantité de mouvement en X et vous voyez que vous déterminez W1. Connaissant W1, vous trouvez la relation entre W2 et la masse, vous utilisez l'énergie cinétique et bingo, vous trouvez la masse M2. Et quand vous avez trouvé la masse M2, c'est seulement à ce moment-là que vous trouvez W2. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Chiara me dit, je n'ai pas compris la deuxième partie. C'est quoi la deuxième partie, Chiara? À partir du... quand on trouve W1, ça va. Et en fait, c'est après, je comprends pas d'où ils sortent tous les chiffres et les équations. Tu as trouvé W1, ça t'es d'accord que ça fait 0,69? Oui. Maintenant, tu as W1. Ok, tu le mets dans l'équation de W2. Mhm. Et là, tu as M1 que tu connais, qui vaut 10. Ouais. Sinus de alpha que tu connais, qui est sinus de 37 degrés. W1 que tu connais, qui est 0,69. M2 que tu ne connais pas. Et sinus de bêta que tu connais, qui vaut 16 degrés. Ok. Donc, tu remplaces tout. Il n'y a que M2 que tu connais pas et qui reste en bas. Ok. Donc, tu trouves que W2 vaut 15,0711 divisé par M2. Mhm. Bien. Maintenant, à ce moment-là, tu utilises l'énergie cinétique. Tu as M1, V1 au carré. Celui-là, tu le connais. Ça fait 40. Ok. M1, W1 carré, que tu connais, puisque tu connais M1 qui vaut 10 et W1 que tu connais. Ah, ok. Ok. Et puis, il te reste plus M2 que tu ne connais pas, fois W2 au carré. Mais le carré de W2 contient 15,0711 au carré divisé par M2 au carré. Et comme tu as M2 divisé par M2 carré, il te reste un M2 en bas. Ok. Et le reste en haut, c'est le chiffre, qui est 15 au carré, 15,07 au carré, fois M2. Tu vois? Ok. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, il ne te reste plus qu'une équation sur M2. Tu trouves M2. Et quand tu as trouvé M2, alors tu trouves W2. Ok. Merci Ça va? beaucoup. Je t'en prie, Cara. Donc, l'idée, de nouveau, c'est de voir que vous devez partir de principes simples, à savoir ici la conservation de la quantité de mouvement,
la conservation de l'énergie cinétique, puisqu'on dit dans l'énoncé que c'est un choc totalement élastique. Ensuite, savoir que la quantité de mouvement, c'est un vecteur, ce que vous oubliez parfois, et que donc il y a deux composantes, une composante dans une direction, enfin il y en a trois, hein, si on est à 3 dimensions, mais tous les chocs qu'on vous donnera sont à 2 dimensions, bien sûr, pour simplifier. Il y a donc deux composantes ici, une dans la direction X, une dans la direction Y. Donc, en fait, la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique vous donne 3 équations. C'est pour ça qu'il y a 3 inconnus. L'équation de la quantité de mouvement donne 2 équations, une dans X, une dans Y, et l'énergie cinétique ne vous donne qu'une équation. Donc, il y a 3 équations au total. Donc, il est logique qu'avec 3 équations, vous puissiez trouver les 3 inconnus que sont les masses et les vitesses après. Et ces problèmes, quand ils reviennent, vous avez beau les lire, n'est-ce pas? La seule chose qui change, c'est qu'est-ce qu'on vous demande. C'est-à-dire ici, on vous demande la masse 2. Parfois, on vous donne la masse et on vous demande les vitesses. Parfois, on peut varier constamment entre ce qu'on vous demande, mais la technique est toujours la même. On pose les équations et on les résout en éliminant petit à petit les inconnus pour arriver à déterminer toutes ces inconnues. Est-ce qu'il y a encore des questions sur la question numéro 5? Bien. Et on arrive à la question 6, qui était la dernière dans votre cas, puisque cette année, vous n'aviez que 3 heures d'examen à cause du confinement, donc on a réduit le nombre de questions. Ce qui veut dire qu'en Q2, évidemment, en juin, vous allez avoir à peu près 10 questions, hein, 5 sur le Q1, 5 sur le Q2, en espérant que vous ayez 4 heures, évidemment. Donc ici, déjà, le dessin vous montre que vous avez une poulie qui tourne, 2 masses, ok, donc c'est un problème de poulie. Sauf que le dessin contient des tas déjà d'informations sur les forces. Vous avez vu, il est dessiné T1, il y a dessiné une force de contact, une force de frottement, le poids, il y a des distances, le centre de gravité est à 5 cm, etc. T1 est à 3 cm au-dessus du centre de gravité. Bref, on lit l'énoncé, mais on sait déjà que c'est un problème de mécanique. C'est F égale ma et une poulie en rotation, donc I fois, donc le moment d'inertie fois l'accélération angulaire, la dérivée de la vitesse angulaire égale le moment des forces. On lit l'énoncé. On a une masse de 2 kg, la masse numéro 1, qui est donc celle sur le plan horizontal, qui est en mouvement rectiligne sur un plan horizontal, attachée à une masse M2 via une poulie. Bien. Il y a un frottement dynamique où mu vaut 0,6. La force de frottement est à une distance verticale du centre de masse de 5 cm. Déjà, quand on vous dit qu'une force de frottement est à une distance du centre de gravité, eh bien, c'est qu'il va y avoir un moment de cette force. Bref, on continue. La force normale N est à une distance horizontale du centre de gravité de 6 cm. C'est marqué sur le schéma. Donc là aussi, si on a une force à une distance du centre de gravité, ça sent à 15 km le moment de cette force. La tension T1 exercée par la corde est, c'est marqué maintenant, la masse M1 ne bascule pas. Tiens, la masse M1 ne bascule pas. OK. Le moment d'inertie de la poulie vaut petit m r carré, où r est le rayon de la poulie et petit m vaut 0,1 kg. On demande de déterminer dans ces conditions toutes les forces, ainsi que les tensions dans les cordes, l'accélération du système et la valeur de la masse petit m2. Aide, entre parenthèses, calculer le moment par rapport au centre de gravité. Il faut toujours calculer le moment par rapport au centre de gravité quand l'objet est en mouvement accéléré. Quand c'est statique, vous pouvez calculer par rapport à n'importe quel point, mais quand il est en mouvement accéléré, n'est-ce pas? Donc pas à vitesse constante, quand il est en mouvement accéléré, vous devez utiliser le centre de gravité. Quoi qu'il en soit, allons-y, posons le problème. OK? Alors le problème, la masse 1 est facile. La masse 1 fois l'accélération vers la droite égale la tension T1 qui est bien vers la droite, moins la force de frottement petit f qui est vers la gauche. Très bien. Verticalement,
la masse 1 fois petit g vertical vers le bas est égal à n vertical vers le haut. Bien. Et comme il y a du frottement, ok, on sait que F c'est mu fois n, donc on écrit que la masse 1 fois l'accélération égale T1 moins mu M1G. On connaît M1, mais on ne connaît pas T1, d'accord? Donc on ne connaît pas A. Mais on écrit les équations de l'objet numéro 1. Je n'ai pas dessiné les forces sur l'objet numéro 2, donc on va les dessiner. Ben, il y a une tension T2, d'accord, qui tire vers le haut, et bien entendu, il y a le poids M2G qui est vers le bas. L'objet descend, donc ça veut dire que M2G est plus grand que T2. J'écris l'équation du mouvement du deuxième, qui est triviale, M2 fois A égale M2G moins T2. Ici, de nouveau, c'est important, c'est la notion de signe. L'accélération du 1 est vers la droite. Donc, l'accélération du 2 est vers le bas. Ce qu'il faut dire qu'il faut faire plus M2G moins T2. Si vous vous trompez de signe, ce sera fichu. Bien, mais je n'ai pas encore écrit l'équation de la poulie. Donc, l'équation de la poulie, c'est le moment d'inertie mr carré fois l'accélération de la poulie. Mais c'est l'accélération angulaire de la poulie. Donc, c'est A sur R égale le moment des forces qui est R fois T2 moins T1. Puisque la poulie tourne dans le sens aiguille d'une montre, il faut bien faire T2 qui est vers le bas à droite, moins T1 qui est vers la gauche en haut. Et donc, on a l'équation de la poulie. Très bien. OK? Donc, je simplifie par les R, évidemment, et donc je trouve que la masse petite fois l'accélération A égale aussi T2 moins T1. Donc, j'ai trois équations. M1A égale T1 moins mu M1G. La deuxième équation, M2A égale M2G moins T2. Et la dernière équation, petit ma égale T2 moins T1. Si j'additionne ces trois équations, les T1 et T2 doivent disparaître, ce qui est bien le cas. Mais malheureusement, comme je ne connais pas la masse M2, je ne peux pas résoudre ce problème puisqu'il y a une inconnue de trop. Donc, je dois utiliser quelque chose d'autre. Et il est marqué ici dans l'énoncé, cette petite phrase, la masse M1 ne bascule pas. Ne bascule pas. Donc, le moment total par rapport au centre de gravité doit être nul. J'écris donc le moment par rapport au centre de gravité. T1 agit à 3 cm au-dessus du centre de gravité. Donc le moment de T1 tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et vaut 3 fois T1. La force de frottement petit f est exercée vers la gauche et elle est à 5 cm du centre de gravité. Donc son moment est aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc j'ai plus 5 qui est la distance en centimètres fois la force de frottement. Ça, c'est le moment qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui, mais il y a n qui s'exerce et qui est vertical vers le haut et qui se trouve à 6 cm du centre de gravité. Et son moment tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Donc, si ça ne bascule pas, c'est que le moment total est nul, c'est-à-dire que le moment qui tourne vers la gauche doit être égal au moment qui tourne vers la droite. Et donc, j'écris 3 cm fois T1 plus 5 cm fois F égale 6 cm fois N. Les centimètres disparaissent. Oui, mais N est lié à la force de frottement, puisque c'est le mu 0,6 fois la force de frottement. Et donc j'écris 3 fois T1 plus 5 fois mu fois M1G égale 6 fois M1G. Et je connais M1, je connais G. Donc cette équation me donne T1. T1 égale 20 newtons. Donc dans ce problème, je n'ai pas donné la masse M2, mais grâce à la petite phrase la masse M1 ne bascule pas, je trouve directement la tension T1. Je connais la tension T1, donc je vais pouvoir trouver l'accélération de ma première équation, puisque la M1A égale T1 moins mu M1G, je connais mu, je connais M1, je connais T1, donc je vais trouver A. Donc la masse M1, c'est 2 kg, fois A, égale la tension T, qui est égale à 20, moins le coefficient de frottement, qui est 0,6, fois le poids, qui est 20 newtons. Donc, je trouve directement l'accélération, qui est 4 mètres par seconde carrée. Connaissant l'accélération, connaissant T1, je peux trouver T2 en utilisant, par exemple, l'équation de la poulie.
n'est-ce pas? L'équation de la poulie me dit que m fait 0,1 fois l'accélération qui est 4 égale T2 que je ne connais pas, moins T1 qui est 20. Donc de là, je trouve tout de suite T2 qui vaut 20,4 newtons. Et T2 doit être plus grand que T1, ou sinon la poulie ne tourne pas dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc maintenant, connaissant T2, je vais utiliser la dernière équation, puisque je connais A, je connais petit g, je connais T2, je vais donc trouver M2. Donc j'écris M2 fois l'accélération qui est 4, égale M2 fois G qui est 10, moins T2 qui est 20,4, donc je trouve M2 qui vaut 3,4 kg. Donc de nouveau, c'est un problème élémentaire de mécanique où les questions qu'on vous pose sont un peu différentes, parce qu'ici on n'a pas donné la masse, il faut la trouver, mais la petite phrase « on ne bascule pas » permet de tout démonter. Et donc de nouveau, c'est dans un problème, il faut donner autant d'équations qu'il y a d'inconnus, parce que sinon ça ne va pas, n'est-ce pas? Donc je ne connais pas l'accélération, ça en fait une d'inconnue. Je ne connais pas M2, ça fait deuxième inconnu. Je ne connais pas T1, troisième inconnu. Je ne connais pas T2, quatrième inconnu. J'ai l'équation du mouvement sur la masse 1, c'est une équation. J'ai l'équation du mouvement sur la masse 2, c'est une deuxième équation. J'ai l'équation de mouvement sur la poulie, ça fait trois équations. Et la phrase « la masse M1 ne bascule pas » me donne une quatrième équation. Et donc, j'ai bien quatre équations avec quatre inconnus, et donc je vais pouvoir résoudre le problème. Donc, chaque fois quand on lit un énoncé et qu'on pose des questions, le nombre d'inconnus demandés doivent évidemment correspondre au nombre d'équations que l'on a dans le problème. Et donc, lorsque vous n'avez pas assez d'équations, c'est qu'il vous en manque une. Hein. Donc, par exemple, lorsqu'on écrit l'équation du mouvement de la masse M1, l'équation du mouvement de la masse M2, et qu'on oublie la poulie, il nous manque une équation. Si on a l'équation de 1, l'équation de 2, l'équation de la poulie, il nous manque une équation, la fameuse équation que la masse 1 ne bascule pas. Bref, l'énoncé contient toujours toutes les informations nécessaires pour résoudre. Emma me demande, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on écrit 3 fois T1 et pas 6 fois T1? 3 fois T1. On ne bascule pas, c'est parce que je pars de G et je vais à T1 perpendiculairement. Pour calculer les moments de force, je pars du centre de gravité et je vais perpendiculairement à la force. T1 est horizontal, donc je dois partir de G et aller verticalement vers T1. Et cette distance est de 3 cm. Donc c'est 3 fois T1. Puis je vais calculer petit f. Petit f, c'est la force de frottement. Elle est horizontale vers la gauche. Je pars de G verticalement vers le bas, ça c'est 5 cm. Donc c'est 3T1 plus 5 fois f. Et puis, je dois partir de G et aller perpendiculairement à N, mais N est vertical vers le haut, donc je dois partir horizontalement vers la droite, et ça c'est 6 cm. Et donc j'obtiens 3 fois T1 plus 5 fois F égale 6 fois N. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Emma? Parfait. Donc les moments ne se calculent pas en utilisant des gros bazars de produits vectoriels avec des déterminants et des matrices. C'est beaucoup plus simple que ça. Vous partez du point, à savoir le centre de gravité, et vous allez perpendiculairement à la force. Et dans tous les problèmes, on vous donne les distances perpendiculaires aux forces. Oui, j'entends quelqu'un? Ouais, regarde, je suis en train de mettre tout dessus. Tu regardes, je pense que ça ne m'était pas dessiné. Allô, allô? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce dernier problème? Parfait. S'il n'y a pas de questions, donc on démarrera lundi à 14 h prochain la suite de Q2. Rappelez-vous, j'ai enseigné
à partir de novembre, déjà une petite partie de Q2. Donc, nous allons faire ceci. Nous allons démarrer le chapitre le plus important de Q2, qui est l'électricité et le magnétisme, puisque là, ce sont des gros chapitres. Et puis, quand nous aurons fini ce chapitre, je vais déterminer à ce moment-là, retravailler, ou plutôt travailler sur la radioactivité, sur les rayons X, sur l'utilisation de cela en médecine, entre autres. Et puis, nous allons réviser ce qu'on a vu au Q1, à savoir les parties de Q2 qui ont été enseignées en Q1, à savoir tout ce qui est hydrostatique et hydrodynamique, c'est-à-dire l'écoulement des gaz, etc., et des liquides. Et on va revenir sur la notion de chaleur. Donc, ce qu'on va faire à partir de lundi, j'ai dit, c'est de l'électricité et du magnétisme, qui est le gros chapitre de Q2, puisque vous aurez toujours des questions sur l'électricité, le magnétisme et la notion de courant induit, que ce soit au concours ou à l'examen. Et on va revenir aussi sur les chapitres déjà enseignés, mais qu'on va répéter, à savoir tout ce qui est hydrodynamique et hydrostatique, parce qu'il est fort probable d'avoir des questions d'examen là-dessus, et revenir évidemment sur la chaleur, parce que c'est très important et qu'il y a beaucoup d'exercices à faire sur la thermodynamique au sens général, c'est-à-dire l'écoulement de la chaleur, la notion de chaleur spécifique, les lois de calorimétrie, les lois de diffusion de chaleur à travers des parois, les lois de rayonnement de la chaleur. D'accord? Donc, lundi prochain, on commence à 14 heures et on va démarrer sur l'électricité. Est-ce que vous avez des questions à poser, soit sur l'examen, soit sur d'autres sujets, bien entendu? Il n'y a aucun problème. Oui, moi j'aurais une question. Dis-moi. Concernant l'examen au Q2, est-ce que vous avez dit qu'il y aurait 5 questions sur le Q1 et 5 sur le Q2, mais du coup, si on a quand même réussi l'examen en janvier, est-ce qu'on a quand même les questions sur le Q1 en juin? Non, c'est à toi à décider. Si tu estimes si tu as réussi ton Q1, tu vois, c'est Pauline, hein? Oui, Tu vois, Pauline, si tu as réussi ton Q1, tu ne dois pas faire le Q1, évidemment. oui, Tu d'accord. conserves ta cote de Q1, point barre, Ok, et tu ne t'occupes que du Q2. Tu vois. d'accord. C'est-à-dire que l'idée de Q1, Q2 pour les BIME comme pour les VT, c'est de soulager la matière pour ceux qui auraient réussi Q1 en janvier. Voilà. D'accord. Et pour ceux qui auraient raté, eh bien, d'essayer de récupérer Q1, bien entendu. D'accord. Ok, merci. Et monsieur, Oui, est-ce que à un moment dans le deuxième quadrimestre, on va réviser ce qu'on a vu au Q1 au cas oui, où on aurait raté ou pas? oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand j'aurai fini la matière, à savoir toute l'électricité, et puis un peu de radioactivité, ça c'est très court, un peu de rayon X, c'est très court. À ce moment-là, je vais réviser les matières sur la chaleur et sur l'hydrostatique, hydrodynamique. Et puis après, je ferai toujours ce qu'on appelle des cours de méthodologie en reprenant les questions d'examen de Q1, de Q2, bien sûr, puisqu'il faut évidemment s'habituer aux questions de Q2, tu vois. Et donc, oui, effectivement, je ferai des révisions de méthodologie et en passant en revue les questions d'examen. Mais avant cela, aux exercices aussi, n'est-ce pas, il y aura des possibilités de revoir, de faire ce qu'on appelle de l'aide spécifique pour revoir le Q1 pour ceux qui auraient raté de façon dramatique l'examen en janvier. Ok. Et pendant toute l'année, ne jamais oublier, vous avez la guidance en physique qui est accessible par Teams, et avec donc c'est Maxime Stapel qui organise cela. Il y a un lien spécifique sur Teams uniquement pour la guidance, en physique bien sûr. Il y a la même chose d'ailleurs, que vous appelez remédiation ou guidance, c'est la même chose. Et donc là, vous pouvez évidemment poser toutes les questions que vous voulez et résoudre tous les problèmes. Et là, ça ne dépend pas de Q1 à Q2, c'est vous posez toutes les questions que vous voulez. Voyez. Merci beaucoup. Mais vos assistants vont continuer d'abord avec Q2. D'accord? Mm. Ok. Alors, Marie demande, est-ce qu'on a un séminaire de physique cette semaine?
Alors, tous les séminaires sont publiés sur la page Facebook. C'est là où vous allez avoir si oui ou non il y a séminaire. Et c'est dans votre géol aussi. Alors, il y a Oriane qui demande, pour les VT qui ont raté le Q1 lors de l'examen de juin, on pourra donc rattraper le Q1 en même temps que l'examen de Q2. Mais si on a réussi la partie Q1, mais pas le Q2, si vous réussissez Q1 et pas Q2, je calcule la moyenne des deux. Donc, Oriane, supposons que tu réussis le Q1 avec 12, d'accord? Et que tu rates le Q2 avec 6. Hein? Eh bien, normalement, tu n'as que 9 sur 20. Donc, l'idée, c'est comment je vais distribuer les cotes. Ce que je vais faire, c'est donc te donner ton 12 pour ton Q1 et te donner ta moyenne pour ton Q2 qui n'est pas bonne quand même. Tu vois? Donc, par exemple, si tu fais 12, 6, tu auras 12 en Q1 et 9 en Q2, puisque ta moyenne est de 9, alors que tu as raté le Q2 avec 6. Est-ce que je me fais comprendre, Oriane ou Orlan? Je ne sais pas bien lire ton nom. Orlan, excuse-moi, pardon. C'est Orlan. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on se retrouve pour redémarrer le cours lundi prochain. Et vous avez noté 14 heures. Hein. Donc c'est un horaire un peu étonnant, mais lundi prochain, c'est 14 heures. Voilà. Et puis on continuera à 13 heures comme d'habitude. Parfait. Eh bien, bonne fin d'après-midi à vous et donc à lundi prochain. Oui, au revoir à tous et à toutes.